Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, faire un lien avec le témoignage qu'on vient d'entendre, qui était instructif à plus d'un titre, en prenant deux exemples. Il y a une douzaine d'années, on était dans un séminaire qui portait sur l'accompagnement des jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Donc, séminaire organisé par une mission locale dans une région, la région de Normandie. Et lors de cette intervention, il y avait un intervenant très connu dans le domaine de la pédagogie et de la formation des adultes, qui était Bertrand Schwartz. Et Bertrand Schwartz me dit, à la fin de ce séminaire, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la persévérance, on ne parlait pas de persévérance, mais de la lutte contre le décrochage. On parlait beaucoup de lutte contre l'échec scolaire. Je vous montrerai que la thématique de l'échec scolaire a été remplacée progressivement par la thématique de la prévention du décrochage. Et donc il me dit, vous savez, moi aussi j'aurais pu être un décrocheur s'il n'y avait pas mes parents. Et il dit, j'ai bénéficié d'un milieu social très favorisé, de sorte que mes parents, et surtout ma mère, donc il parlait de sa mère, qui suivaient de façon très méticuleuse son travail. Et donc, quand vous avez ce propos de la part d'un éminent chercheur qui était, tout le monde connaît un peu le parcours de Bertrand Schwartz, qui était ancien élève d'école polytechnique, qui a été fondateur de la formation d'adultes et la formation d'adultes et des cours du soir, vous vous dites évidemment, la persévérance scolaire aujourd'hui ne peut être aussi inscrite que dans les rapports sociaux, des rapports familiaux, des rapports institutionnels, et donc les élèves qui sont en réussite, même si je vais parler beaucoup des élèves à un moment donné qui n'ont pas été forcément en réussite au collège, eh bien ils doivent en partie leur réussite à la mobilisation d'autres acteurs. C'est quand même un point important qui permet aussi de relativiser l'idée qu'il n'y a que certains publics qui ne réussiraient qu'à partir du moment où il y a des acteurs qui les soutiennent. Deuxième exemple que je voudrais donner, qui est en lien d'ailleurs avec une question qui a été posée tout à l'heure, qui a été posée madame, notamment aux jeunes, c'est est-ce que ce parcours que vous avez effectué, est-ce que finalement il a été utile ou inutile? Et la réponse, c'est de dire j'ai appris un certain nombre de choses. Ça m'amène à faire le lien avec ce que j'avais observé quand j'ai enquêté sur l'expérience des étudiants à l'université. J'avais des étudiants qui étaient, dans certains, étaient décrocheurs, ou en tout cas étaient en rupture de scolarité. Et très vite, je me suis aperçu que l'échec en première année de licence, qui conduit parfois à une deuxième réorientation, voire une troisième réorientation, était aussi un moment où ils construisaient des compétences qui n'étaient pas inutiles lorsqu'ils rentraient dans une autre formation. Donc ça permet aussi de relativiser une approche strictement statique. Quand on parle d'échec scolaire, c'est aussi de dire que les expériences qui créent de l'échec sont aussi des expériences qui créent des potentialités. Alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, et on sait qu'il y a des individus qui parviennent plus facilement que d'autres à transformer des obstacles en atouts. Voilà, donc c'était un peu en guise d'introduction, de préambule, avant même de mon intervention. Alors, l'idée, je vous propose ici, c'est de parler un peu de la persévérance scolaire au lycée professionnel, et j'ai volontairement intitulé cette intervention par l'importance de la compréhension, comprendre l'expérience des élèves et des enseignants pour mieux agir. La première chose que je voudrais dire, c'est que le lycée professionnel, c'est d'abord un observatoire. On peut dire un observatoire sociologique, je l'ai présenté tout à l'heure, parce que s'y expérimente, s'y déroule finalement un certain nombre d'expériences qui sont parfois assez contradictoires. Sur des observations, des dizaines d'observations d'établissements, sur à peu près 700 entretiens menés avec des élèves, plus de 250 avec des enseignants en termes de recherche, j'ai été frappé par le fait que face parfois au découragement, il y a aussi de belles initiatives, et heureusement. Aussi troublé par le fait que derrière l'apparente homogénéité des populations des lycées professionnels, 80% issus de milieux populaires, derrière justement cette apparente homogénéité, il y a une diversité d'expériences, et les élèves ne peuvent pas être réduits à une catégorie qu'on appellerait la voie professionnelle. Il existe différentes voies professionnelles, différentes filières, différentes formations,
Et le lycée professionnel, c'est aussi le lieu où s'expérimente également la démocratisation du système éducatif. Alors j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, par rapport à la volonté des questions de la persévérance scolaire, jusqu'à quel point le lycée professionnel contribue aussi à l'émancipation sociale d'une bonne partie des élèves. Et cette émancipation sociale passe par l'accès à la culture, y compris la culture professionnelle et la culture technique. Alors, pour terminer, avant mon développement, c'est toujours important de dire d'où est-ce qu'on parle, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène finalement à un moment donné à ce qu'on travaille, à ce qu'on mène une recherche ou des recherches sur les lycées professionnels. Je vais être assez rapide là-dessus. D'abord, dans un premier temps, il y a quelques années, tout début de mon carrière professionnelle, comme conseiller d'orientation dans des collèges et lycées, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait un certain nombre de paradoxes dans l'institution. Le collège orientait une bonne partie des élèves vers des filières ou des formations dont les élèves ne connaissaient pas toujours les contenus, dont les élèves aussi, a priori, s'attendaient, ou vis-à-vis desquels les élèves a priori s'attendaient à ce qu'ils aient des apprentissages strictement ou surtout professionnels, et ils découvraient qu'il y avait encore de l'enseignement général, qu'il y a encore de la théorie, ce qu'ils appellent la théorie, et que apprendre au lycée professionnel, c'est pas seulement apprendre à réaliser, apprendre à faire un produit fini, c'est aussi apprendre des procédures intellectuelles. Donc, la question qui va donner lieu à des recherches, c'était finalement comment font les élèves pour donner du sens à leur formation. Et pour répondre à cette question, l'entrée principale que j'ai utilisée, c'est d'interroger leur rapport au savoir. Il m'a semblé important d'interroger cette dimension, d'autant plus que ça va m'amener progressivement à réviser un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, qu'il n'est pas toujours vrai que les élèves ne réussissent que lorsque la formation correspond à leur projet professionnel. Par exemple, il n'est pas toujours vrai que le fait que les élèves réussissent dans tel ou tel type de formation conduit forcément à construire des projets d'avenir. Et autre élément que je soumettrai par rapport à cette première recherche, c'est que j'ai découvert une chose qui n'est pas secondaire, c'est que les projets des élèves se construisent à l'épreuve de la formation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le projet initial qui conduit l'élève à être en formation et dire voilà, je vais donner du sens et je vais me mobiliser. Exemple, je fais un bac pro en mécanique parce que j'ai un projet de devenir mécanicien. C'est aussi parce que je me confronte à des activités scolaires et professionnelles que des projets nouveaux émergent. Et du coup, il faut qu'on analyse les conditions de production et d'élaboration de ces projets. Donc ça, c'était la première recherche. La deuxième, rapidement, c'était un moment au début des années 2000 où on voyait fleurir un certain nombre de travaux plutôt à mi-chemin entre recherche en éducation et puis de recherche ministérielle, conduite par l'ex-DESCO, sur justement le décrochage scolaire. Et on a eu l'occasion de mener une recherche déjà en 2002. Quand je dis on, nous étions trois, Bernard Charlot et Laurent Sémin. Et nous avions répondu à une demande du ministère, c'était de comprendre pourquoi des élèves de BEP abandonnaient au cours de formation. Et c'est là où je vous livrerai tout à l'heure quelques observations. Par exemple, qu'il y avait un effet incontestable de l'établissement en matière de rupture scolaire, donc la question de la politique d'établissement, la relation aux enseignants, qui était aussi importante, de sorte que vous pouviez avoir des établissements qui accompagnaient les élèves jusqu'à la fin du parcours, quand d'autres peinaient finalement à le faire. Et donc, il fallait aussi interroger l'effet établissement. Mais, évidemment, le décrochage, déjà à l'époque, nous l'avions souligné, n'est pas lié seulement à un facteur, mais déjà à plusieurs facteurs. Et donc, il y a une constellation de différents éléments qui précipitent parfois la rupture scolaire. Et puis, troisième recherche que je livrerai, il se trouve que dans mes recherches, première activité d'enseignant-chercheur à l'IUFM, j'ai eu l'expérience de la formation professionnelle générale, qu'on appelait à l'époque des PLP. Et quelque chose qui m'avait frappé lors de ce travail, c'est que durant plusieurs années, quand j'ai dit plusieurs années, c'est 6 ans, c'est qu'une partie des PLP que j'avais comme stagiaire s'était repliée sur le concours de professeur de lycée professionnel, qui portait le projet de devenir agrégé ou certifié du lycée. Et parmi eux, et ça c'est important, ça n'est pas parce qu'ils s'étaient repliés d'ici sur le PLP qu'il n'y avait pas d'un engagement professionnel a posteriori. Donc ça veut dire aussi que comme une partie des élèves
le fait de ne pas avoir choisi initialement d'enseigner au lycée professionnel ne condamnait pas à une sorte d'amertume ou une sorte de ressentiment, même si ça existait évidemment chez une partie des enseignants. Et puis, du coup, ce qui était important, et je termine un peu cette présentation, c'est de dire, finalement, quand on appréhende l'expérience des élèves, qu'il s'agisse par le biais de l'étude du rapport au savoir ou des problèmes liés à la rupture scolaire comme le décrochage, eh bien, l'expérience des élèves est un bon révélateur du fonctionnement de l'école. Et donc, à partir d'une interrogation du rapport au savoir des élèves, j'ai été amené après à travailler sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Comment font-ils, ces professeurs, pour mobiliser des publics? Quelle stratégie, quelle ruse pédagogique, j'ai utilisé ce terme, sont déployées pour pouvoir motiver les élèves? Et je termine le propos en disant que, évidemment, et comme ça a été dit tout à l'heure par mon collègue, j'ai une entrée sociologique, mais c'est une sociologie aussi que j'espère également appliquer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension théorique, mais la dimension de l'action, ça me semble important. Et ça n'est pas faillir à la tradition sociologique, pour ceux qui connaissent un peu cette discipline, que de rappeler ce que disait Durkheim, que la sociologie ne mériterait pas 1 heure de peine si elle n'avait pas aussi des retombées pratiques. Alors pour présenter mon propos, je reviens un peu sur le lycée professionnel. Comment on peut le caractériser aujourd'hui? Alors incontestablement, il a contribué à l'élévation du niveau de qualification. Vous avez aujourd'hui 3 bacheliers sur 10 à peu près qui sont des bacheliers professionnels. Ça n'est quand même pas secondaire quand on étudie l'évolution et l'histoire du système éducatif. En même temps, cette évolution de la part des bacheliers professionnels, encouragée, favorisée par la réforme du bac pro 3 ans en 2009, eh bien, généralisée en 2009, eh bien, en même temps, elle s'opère à un moment où il y a une évolution, on va dire, à la fois de la société, mais évolution aussi de la place de l'enseignement professionnel par rapport à cette société. Alors en particulier, il y a le lycée professionnel cesse aujourd'hui d'être l'école des ouvriers. Il y a une ère révolue, l'élite ouvrière, et c'est toujours important de faire un petit rappel historique. Alors je vais le résumer très rapidement, et après je développerai. Vous avez remarqué que systématiquement, enfin souvent systématiquement, c'est un peu exagéré, il y a un fort discours sur la nécessité de valoriser la voie professionnelle. Donc ça suppose qu'elle a été dévalorisée. Et si on fait un petit rappel historique, on constatera qu'à l'origine, ce qu'on appelle la voie professionnelle, l'enseignement professionnel, la formation professionnelle, à l'origine, était valorisée pour une raison très simple, c'est que cette formation était parallèle à l'institution scolaire. Elle n'était pas rentrée dans l'éducation nationale. C'est à travers l'intégration de la voie professionnelle de l'éducation nationale qu'elle va être dévalorisée, puisque, si je fais un parallèle aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'apprentissage en alternance conserve encore une image plus positive? C'est parce qu'il n'est pas perçu comme étant une formation de type scolaire. Et pareil, donc du coup, on retrouve des catégories de raisonnement qui sont liées justement à cette scolarisation. Alors, ça veut dire aussi que un des effets des différentes massifications du système éducatif a été justement de reléguer la voie professionnelle qui va devenir, à un moment de l'histoire, à partir de la fin des années 60, comme étant la voie que rejoignent les élèves qui ne peuvent pas aller vers la voie générale. Et si vous voulez, ce modèle-là, cette imposition du modèle général, de l'enseignement général sur l'enseignement technologique qui, lui, s'impose sur l'enseignement professionnel, conduit aussi à ce que la logique de niveau va prédominer aussi dans les choix d'orientation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'élèves qui choisissent de poursuivre des études pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent, sans doute, je dirais à juste titre et dans beaucoup de cas, que poursuivre des études dans les formations générales autorise de retarder des choix quand la voie professionnelle enfermerait les élèves dans des choix. Et donc, ce qu'il faut relever, c'est que aujourd'hui, avec le bac pro 3 ans, et revenir, où la majorité des élèves veulent poursuivre des études dès la seconde pro, 70% vous disent « moi je voudrais faire un BTS », aujourd'hui on s'aperçoit que la voie professionnelle a pris une certaine revanche historique, justement sur cette relégation, donc je pourrais en dire un mot tout à l'heure. Donc au statut dévalorisé dominé, finalement dans notre formation, qui était historiquement très valorisé, parce que le CAP avait formé les élites ouvrières, et bien aujourd'hui on a justement cette évolution des formations, cette dévalorisation. Deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que la dévalorisation de la voie professionnelle historiquement, elle va s'opérer au moment où
la classe ouvrière va connaître un déclin. Alors des sociologues disent finalement la classe ouvrière connaît une recomposition, quand d'autres disent que c'est un déclin. Je ne tranche pas cette chose, parce que je sais aussi qu'il y a des emplois de service qui ressemblent à des emplois d'ouvriers, des ouvrières répétitives ou taylorisées, mais c'est quand même pas la même chose quand le lycée professionnel forme surtout à des formations de service et davantage que des formations industrielles. Ça n'est pas la même chose parce que les métiers ne sont pas très visibles pour les jeunes aujourd'hui. C'est évident que quand j'ai interrogé des élèves, beaucoup, même dans des formations où a priori on se dit ils ont dû identifier les métiers, c'est quand même très compliqué. Et puis ils ne peuvent plus s'appuyer sur la culture ouvrière traditionnelle qui faisait qu'on disait aux élèves, si tu ne réussissais pas à l'école, tu iras de toute façon à l'usine et tu seras pris en charge. Ce modèle-là, finalement, il a existé et il est révolu. Donc la question du sens des études n'est plus soutenue systématiquement par l'expérience familiale. Et pour être très tranché et dire les choses très directement, je soulignerai que jusqu'à la fin des années 70, les élèves allaient au lycée professionnel parce qu'ils étaient fils ou filles d'ouvriers. Aujourd'hui, une partie d'entre eux, c'est heureusement pas le cas de la majorité, mais c'est une partie d'entre eux vont au lycée professionnel parce qu'ils sont en échec au collège. Donc, si vous voulez, la dimension, elle est quand même pas la même, c'est pas la même chose. Et donc, évidemment, ça modifie le rapport aux études qu'il faut aussi souligner. Alors, je vous donne un exemple parce qu'il ne faut pas que ce soit... Évidemment, qu'on évite l'abstraction, ce n'est pas le but ici. Par exemple, dans une région que je connais bien, qui est la région Nord-Pas-de-Calais, enfin devenue Hauts-de-France aujourd'hui, eh bien, qui est une région traditionnellement ouvrière, j'ai remarqué, au moment où j'ai commencé mes recherches, à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, que majoritairement les élèves n'aspirent pas aux emplois industriels. C'est-à-dire que même quand ils sont dans des filières industrielles, ils espèrent travailler dans les services. Et si on ne fait pas le lien avec les difficultés liées au marché du travail et les problèmes engendrés par la désindustrialisation, on ne comprend pas pourquoi les projets des élèves ou des jeunes générations soient tournés vers autre chose que vers ce que les parents ont pu connaître à un moment donné. Alors, parmi les éléments à souligner par rapport à cette histoire, il y a l'enseignement professionnel. Il a su quand même garantir un statut social à un moment donné, CAP, on devenait même ingénieur après avoir obtenu un CAP, on a connu cette évolution, et on devenait aussi professeur de l'enseignement professionnel quand on était ancien ouvrier ou ancien technicien. C'est devenu plus difficile aujourd'hui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les enseignants aujourd'hui avec leur public, comme ils sont majoritairement, pour une bonne partie d'entre eux, ils sont davantage issus des classes moyennes que des milieux populaires, ça crée aussi une distance avec leur public. Et donc la relation pédagogique s'en trouve également modifiée. Alors je vais y revenir après pour dire, et ça a été dit, je prends un peu le témoignage du jeune tout à l'heure, cette idée de la relation, jusqu'à quel point la relation est déterminante dans la réussite et dans la persévérance scolaire. Ce n'est pas une chose là aussi secondaire, on va le voir par la suite. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, ces évolutions s'opèrent à un moment où il y a eu différentes massifications. Alors, la massification, grosso modo, je vais la résumer de la manière suivante. Vous savez qu'il y en a eu trois, rapidement. Ça a été le collège, les années 50, 60, où on construisait un collège par jour. La deuxième massification, c'est les lycées. Et la deuxième massification des lycées, c'est surtout à partir de la fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, on a créé beaucoup de filières technologiques, et en particulier dans le tertiaire. Donc là, ça a été la deuxième massification. Et pourquoi on utilise massification? C'est pour dire, en gros, c'est l'arrivée de nouveaux publics dans les établissements scolaires, auxquels, ou vis-à-vis desquels les enseignants n'étaient pas forcément familiarisés, ce qui déstabilise aussi la relation pédagogique. Ça a commencé par le collège, les professeurs découvraient des élèves, tout le monde arrive au collège, donc ils se disent on n'a plus les élèves qu'on entend, ce qui revient à une chose qu'on peut entendre assez régulièrement. Au lycée, le fait de voir l'arrivée de nouveaux élèves a déstabilisé aussi l'identité professionnelle des enseignants, et donc avec un certain nombre de difficultés, on peut dire qu'ils sont des difficultés évidemment professionnelles. Et puis la troisième massification, c'est les années 90, massification de l'enseignement supérieur. Et donc cette massification de l'enseignement supérieur, on y est aujourd'hui,
interroge aussi sur comment les enseignants font-ils pour accueillir et former leur public. Et je le dis d'autant plus que je me suis posé aussi la même question en tant qu'enseignant à l'université. C'est-à-dire qu'avoir des étudiants qui suivent, je ne parle pas des étudiants absentéistes, des étudiants qui travaillent aussi pour payer leurs études, je parle des étudiants qui suivent, et voir très vite qu'il y avait des difficultés, par exemple, à construire un travail autonome, à mobiliser les ressources qui existent, c'est un apprentissage aussi informel que chacun doit faire. Eh bien, ça interroge évidemment le travail des enseignants-chercheurs. Et donc, j'avais déjà dit, donc je profite un peu de la parenthèse, et je pouvais m'autoriser à le dire, hein, y compris dans une publication à grande diffusion, que si on veut aussi promouvoir une vraie démocratisation de l'enseignement supérieur, il faut aussi que les enseignants-chercheurs soient recrutés en partie sur leurs compétences pédagogiques. Ça me semblait évidemment, j'ai envie de dire, évident dans la relation, et pas seulement sur les savoirs académiques comme j'ai pu être recruté là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette voie professionnelle, elle connaît aussi une évolution qui va être aussi en lien avec notre préoccupation sur le raccrochage scolaire et sur la persévérance. C'est ce que j'appellerais la scolarisation de l'enseignement professionnel, scolarisation de la voie professionnelle. Quand je dis la scolarisation, il faut l'entendre au double sens du terme. Elle renvoie dans un premier temps à ce que je disais tout à l'heure, intégration de cet enseignement à l'institution scolaire. Petit rappel historique, jusqu'en 1967, quand les élèves voulaient s'orienter vers les collèges d'enseignement technique, qui étaient les ancêtres des lycées professionnels, ils devaient passer un examen, qui était finalement un concours. Et donc, on imagine que quand l'élève passe un examen en concours, c'était sélectif. Et que, alors bien sûr, il y avait des secteurs qui étaient des domaines professionnels qui étaient moins sélectifs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taux de pression ou de demande. Donc, les élèves étaient recrutés sur concours. Quand on supprime le concours en 67, eh bien, il y a une nouvelle donne. C'est du coup, finalement, les élèves peuvent demander le lycée professionnel, mais ils vont le demander davantage à défaut d'avoir été dans la voie générale. Et c'est ainsi que, si vous voulez, se produit ce que j'ai appelé tout à l'heure cette dévalorisation à un moment de l'histoire. Et donc c'est cette scolarisation qui conduit à la dévalorisation au sens où même, alors chez les familles, chez les parents, qui vont être aussi gagnés par l'importance des diplômes, ils vont intérioriser le fait que ce qui vaut mieux, c'est de faire une seconde générale. Et du coup, ça va précipiter justement cette dévalorisation, et on va voir qu'elle est toute relative quand on étudie les expériences au plus près. Deuxième élément, deuxième sens de scolarisation, c'est incontestablement la dimension scolarisation des contenus de formation. Et la scolarisation des contenus de formation, elle se traduit par l'importance que les enseignements technologiques vont prendre dans la formation. Et les enseignements technologiques, c'est aussi de l'enseignement théorique ou, même si c'est une théorie procédurale ou appliquée, c'est pas exactement la même chose que d'être dans l'application, dans le faire. Du coup, quand vous prenez un emploi du temps d'un élève de début des années 70 en CAP et un emploi du temps aujourd'hui, vous découvrez que début des années 70, il passait plus de 50% du temps en atelier, par exemple d'industrie. Aujourd'hui, on est autour du tiers. Alors bien sûr, il y a des variations en fonction du diplôme des secteurs. Dès cette scolarisation, ce qu'il faut souligner, c'est que je fais l'hypothèse, donc confortée par des observations, que c'est cette scolarisation aussi qui contribue en partie, paradoxalement, à la valorisation de la voie professionnelle. C'est-à-dire que les élèves, dont je parlerai après sur le rapport au savoir, eh bien, le fait de découvrir qu'ils peuvent réussir en lycée professionnel, notamment dans l'enseignement général, là où ils pensent avoir échoué au collège, crée aussi cette ambition d'aller plus loin dans les études. Donc il y a un effet mobilisateur de la formation et de ses évolutions. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que les mutations de la voie professionnelle reposent finalement sur trois, que je résume ici, peut-être trois évolutions, quatre évolutions. Le fait que l'enseignement professionnel, c'est d'abord à évoluer au rythme de la tertiarisation des emplois. 58% des élèves aujourd'hui sont plutôt dans les filières de service, ou de tertiaire ou de service. Deuxième évolution que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la mutation de la classe ouvrière, sens des études. Donc ça n'est pas sans rapport sur le sens des études, puisque les élèves auprès desquels j'avais enquêté,
je m'étais aperçu qu'il y avait parfois des fratries entières qui avaient fait la même formation à la même filière, et que c'était véritablement des choix inscrits dans des filiations. Et ça conduisait d'ailleurs à ce que des élèves, le frère ou la sœur cadette fasse un CAP quand l'autre fait un BEP, et le suivant va jusqu'au bac. Donc si vous voulez, il y avait une sorte de filiation dans les choix d'orientation. Et puis, l'impact du chômage sur le sens des études, incontestablement, ça a un effet, mais ça peut avoir des effets contradictoires. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui, justement, parmi ceux qui ont abandonné en cours de formation, je reviens aux élèves de BEP dont je parlais tout à l'heure, ils disaient clairement, je ne voyais pas l'intérêt de poursuivre une formation, étant donné que ça va être difficile de trouver du travail, donc ils quittaient en cours de formation, ils disaient on va aller chercher un travail. Quitte d'ailleurs à revenir parce qu'ils avaient déjà expérimenté des situations, et donc dire finalement c'est quand même mieux de revenir à l'école. Et puis inversement, vous avez aussi des élèves qui se surmobilisent parce qu'ils se disent le marché du travail est sélectif. Donc en fait, une même raison, un même facteur disons, peut engendrer deux conséquences différentes. Et évidemment, nous on ne peut pas comprendre ces conséquences sans faire le lien entre la biographie de chaque élève et le contexte de formation et les acteurs auxquels il est confronté. Et donc, il cesse d'être l'école des ouvriers, c'est véritablement une rupture, une évolution. Alors, bien sûr, on sait, quand on fait les statistiques, et c'est aussi l'intérêt de tous les discours et les pratiques sur la persévérance scolaire, on sait aussi que le diplôme, en France, est sans doute très déterminant. La qualification, c'est très déterminant en matière de lutte contre le chômage. Et je disais en introduction que si le chômage, si le décrochage se substitue, la thématique du décrochage se substitue à la thématique de l'échec scolaire, c'est aussi parce que le décrochage met finalement en accusation, on peut le dire, le système éducatif. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Et surtout, ça veut dire que les effets de décrochage sont désastreux sur l'avenir de la jeunesse. Ce n'est pas par hasard que c'est devenu un thème de politique publique à la fois nationale et européen. Donc la question de la lutte contre le décrochage, elle est liée aussi à cette histoire du diplôme. Il faut aussi souligner, c'est peut-être parfois parce que dans notre société on sait qu'il y a parfois beaucoup de... Enfin, c'est pas parfois, c'est toujours... Il y a beaucoup de débats, beaucoup de... On peut dire d'ailleurs, sur la question des diplômes, c'est un objet très passionnel. Regardez par exemple tous les débats qui ont été suscités par l'école du socle, avec un discours sur, vous savez, quand on crée le socle, des élèves qui sortent avec un socle, c'est quand même pas la même chose que la haute culture. Donc on a aussi des débats sur qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce que l'école doit attendre de ses publics. Mais il faut quand même qu'on réalise la chose suivante, si le diplôme est important, eh bien il faut qu'on s'assure que l'école forme les individus, notre système éducatif forme les individus à avoir justement ce bien à l'arrivée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire toujours, vous savez, le marché du travail fonctionne selon ses propres règles, mais dans la mesure où on sait que les diplômes déterminent aussi le devenir de l'individu, il faut quand même qu'on s'accorde, qu'on se dise finalement qu'est-ce que l'État, la nation doivent à chaque élève. Donc du coup, la question du décrochage, elle est étroitement liée à des enjeux aussi de démocratie et de justice sociale. Ça nous amène, donc ça m'amène à la question des publics des lycées professionnels. J'ai dit en introduction 80% d'élèves issus de milieux modestes. Ces élèves qui sont issus de milieux modestes, ça ne veut pas dire qu'être issus de milieux modestes les condamne à la difficulté scolaire. D'abord, ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que quand ils sont issus d'un même milieu social, ils ont le même rapport au savoir. Il y a une diversité de configuration. Cette diversité de configuration, elle tient aussi à des effets d'établissement, à des effets de relations aux enseignants et aux adultes, à des effets aussi d'interaction entre la vie extrascolaire et la vie scolaire, c'est la vie à l'école. Et donc en fait, vous avez une pluralité d'éléments qui interviennent pour empêcher finalement toute prédiction. C'est-à-dire qu'on peut avoir une photographie, mais savoir ce que les élèves deviennent ou ce qu'ils vont devenir, c'est quand même très compliqué. Donc du coup, c'est important de dire que même s'il y a un recrutement massivement populaire, le rapport au savoir est différent, et il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui entraîne justement cette diversité, qu'est-ce qui fait que des élèves s'accrochent et se mobilisent en lycée professionnel.
Parmi les évolutions, si on prend les lycées professionnels aujourd'hui, le public, grosso modo, effectif de CAP, le CAP tend dans les lycées professionnels à accueillir une bonne partie, on peut dire, des élèves qui sont issus de l'enseignement spécialisé ou adapté. Nous savons aussi que les CAP préparés au lycée professionnel répondent d'abord à un premier niveau de qualification pour une bonne partie d'entre eux. Je rappelle, et je disais d'ailleurs hier à un enseignant, qu'en fait, la logique de l'éducation nationale, ça n'est pas la logique du marché du travail. Même s'il y a évidemment des terrains de rapprochement, l'éducation nationale, historiquement, c'est d'abord la gestion des flux scolaires. Et donc, les niveaux de qualification qui correspondent à des niveaux d'emploi sont des niveaux qui ne portent pas forcément sur les mêmes spécialités. Quand vous comparez les CAP en LP ou les CAP en apprentissage, pratiquement 2 fois plus d'effectifs d'apprentis, presque 2 fois, eh bien, on sait aussi que l'apprentissage, il a aussi ses propres modes de fonctionnement et que la répartition des types de formation varie aussi en fonction des secteurs et en fonction, par exemple, des régions. Et puis, incontestablement, ce qui devient maintenant la vitrine des lycées professionnels, ce sont les bacs professionnels. Et les bacs professionnels, vous voyez, effectifs de plus de 500 000 élèves. Je vais dire une chose concernant le bac pro. Le bac professionnel, en fait, il y a eu des débats sur la réforme des 3 ans au lieu de 4 ans auparavant. Mais incontestablement, quand on interroge les élèves, majoritairement, ils trouvent que le bac professionnel aligné sur les autres baccalauréats, c'est une forme de reconnaissance. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les difficultés que les enseignants rencontrent avec des élèves dont on dit qu'il faut un certain temps pour qu'ils s'adaptent, il faut un certain temps pour les accompagner. Et donc cet alignement symbolique sur les autres baccalauréats a eu 2 conséquences. La première, c'est sans doute une valorisation de cette image du baccalauréat. Je n'ai pas le temps de développer, mais pour votre information, en 1985, quand on a créé le bac professionnel, ça a été, j'ai envie de dire, de haute lutte, parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les différents partenaires. Les branches professionnelles, certaines d'entre elles souhaitaient la création du bac professionnel, parce qu'il y avait des besoins en matière de main-d'œuvre, d'autres étaient réticentes. Les représentants et syndicats de proviseurs et de chefs d'établissement à l'époque ont défendu le bac professionnel, ils l'ont beaucoup défendu, c'est ce qui a permis, alors si l'on s'en tient aux travaux de l'historien Antoine Pron, qui était aussi très proche des politiques à l'époque, ce sont eux qui ont fait peser justement sur la balance la prise de décision. Parce qu'ils ont très vite vu, ils ont très vite compris qu'en France, qui dit valorisation dit élévation du niveau de qualification. Donc le baccalauréat a eu cet effet à l'époque. Donc quand il passe à 3 ans, il contribue à cette valorisation de l'image de la voie professionnelle. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il va favoriser le souhait de poursuivre des études dans le supérieur chez les élèves. Ils arrivent plus jeunes aujourd'hui au lycée professionnel et ils ont davantage de projets à vouloir poursuivre des études. Du coup, ça modifie la finalité même du diplôme. Et il y a d'ailleurs des interrogations autour de ce diplôme bac professionnel. Si vous avez l'occasion, je mettrai, de toute façon, je vous laisserai le diaporama pour vous, mais il y a un numéro intéressant de la revue Formation Emploi qui portait sur les 30 ans du bac pro, qui est paru en novembre 2015. Et j'ai proposé un texte dans lequel je m'interroge sur, que j'ai intitulé Entrer dans la vie active ou poursuivre des études. Voilà, donc en fait, je m'interroge aussi sur les conséquences que ça peut avoir si, par exemple, le fait de poursuivre des études devienne la norme pour les bacs pro. Donc ça s'accroît, vous le savez, quand on voit les statistiques. En BTS, je trouve que c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut s'interroger aussi sur les finalités du diplôme en matière d'emploi. Parce que nous savons qu'en France, même les employeurs, quoi qu'ils en disent finalement, privilégient encore le diplôme dans le recrutement. Parce que le diplôme pour l'employeur, c'est un réducteur d'incertitude. Alors on imagine, si un élève, imaginons que 70% des bacs pro poursuivent des études dans le supérieur, et les 30% restants vont sur le marché du travail, il pourrait envoyer, comme disent les économistes, un mauvais signal aux employeurs, dans la mesure où ils seront perçus comme n'ayant pas pu poursuivre des études. Vous voyez, il y a quand même des effets très contradictoires quand on raisonne sur la relation formation-emploi.
Alors ça m'amène aussi à dire la chose suivante avant de passer à la suite. Les publics les plus fragiles dans les lycées professionnels, incontestablement, ce sont les publics de CAP. Et quand on voit les statistiques des ruptures ou de décrochage, on est pratiquement à la moitié, je parle des élèves du secondaire, collège et lycée, pratiquement la moitié des élèves dits décrocheurs, c'est-à-dire définis comme ayant quitté l'école sans diplôme, sans qualification, c'est des élèves de CAP, alors qu'ils sont, vous voyez, les moins nombreux proportionnellement par rapport à l'ensemble des élèves accueillis donc, dans le lycée. Il y a une surreprésentation, parce que les lycées professionnels n'accueillent, si je puis dire, que le tiers des lycéens. Donc il y a une surreprésentation des ruptures scolaires parmi ces publics. Alors je passe un peu sur le contrôle en cours de formation, qui est effectivement dont on peut espérer, puisqu'il y a un élément aussi de réussite, puisque le CCF a été développé dans les lycées, il fonctionne de façon plus ou moins efficiente en fonction des établissements, en fonction des équipes, etc. Mais un des objectifs aussi, c'est que le contrôle en cours de formation, il s'inscrit dans la sécurisation des parcours. Donc il est censé aussi participer à cette certification à la fois intermédiaire, mais aussi en cours de formation. Et donc j'arrive à un point qui est aussi un des points passionnels, qui concerne l'orientation. On a écouté d'ailleurs le témoignage du jeune tout à l'heure sur l'orientation, le fait de ne pas avoir choisi le commerce parce qu'il voulait faire, et on compte beaucoup d'élèves qui sont effectivement dans cette situation. Orientation, affiliation aux études et forme de rapport au savoir, l'expérience des élèves au miroir de la diversité des lycées professionnels. Il n'y a pas un seul lycée qui ressemble à un autre. C'est peut-être c'est trivial de le dire, mais c'est aussi une manière de lutter contre un certain nombre d'a priori. Je pense à un exemple que j'ai évoqué aussi récemment, exemple d'une émission de grande télévision nationale qui présentait le lycée professionnel, qui est passé il y a quelques années, il y a eu 2-3 ans, et il se trouve à ce moment-là, j'ai enquêté auprès des élèves de Bac Pro qui sont en BTS. Et donc je discute avec des élèves qui me disent, mais vous avez vu, ils ont parlé de nous hier, mais c'est pas nous ce qu'on a vu hier. Alors j'ai dit, mais ça veut dire, qu'est-ce qui t'a surpris? Et en fait, le jeune m'a raconté que il a vu, ce que moi j'avais vu aussi, il a vu donc l'émission qui commence par la chose suivante. Vous avez le journaliste qui arrive, qui rentre dans un lycée, il a déjà du mal à savoir dans quelle salle il va se rendre. Il tombe sur un assistant d'éducation qui ne sait pas où a lieu le cours, qui est censé donc filmer, donc ça donne déjà une image du désordre. Et quand il arrive, comme par hasard, il a choisi une classe d'élèves qui sont en structure métallique, ou chaudronnerie, réalisation d'ouvrages chaudronnés. Et donc, d'abord, comme par hasard, on a une classe où il y a beaucoup d'absents. Et comme par hasard, le journaliste pose la question aux élèves, qui est-ce qui a choisi cette formation? Donc vous vous doutez évidemment bien qu'on voyait que ce n'était pas choisi au hasard. Bon, il fallait qu'on présente le lycée professionnel comme étant le lieu de la violence, qui est d'ailleurs le but du thème, comme étant le lieu du désordre, de l'absentéisme, en fait, tout ce qui était contraire à ce que vivaient les élèves. Et c'est un point très important parce qu'il y a une distance importante entre l'image qu'on en donne et la manière dont les élèves vivent le lycée professionnel. Majoritairement, même quand parfois ils disent on n'a pas choisi, majoritairement, ils trouvent que le lycée professionnel, c'est mieux que ce qu'ils ont connu au collège. Ils insistent beaucoup sur la relation aux enseignants. On l'a entendu tout à l'heure, qui n'est pas toujours pacifique, mais les enseignants, je vais y revenir, ont développé des stratégies qui sont plus ou moins efficaces, qui permettent aussi de raccrocher et de mobiliser des publics. Et l'autre élément aussi, c'est que un des points de tension, un des points des questions vives, c'est que le lycée professionnel, il est toujours perçu comme étant le lieu dans lequel on oriente des élèves, et cette orientation est vécue, c'est vrai, par une partie des élèves, comme étant une orientation un peu qui leur a été imposée, comme étant quelque chose qui les nie en quelque sorte dans leur subjectivité et dans leur choix. Et du coup, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de l'orientation, je passe un peu sur le point sur la voie professionnelle et sur les différents objectifs institutionnels, c'est que quand on parle d'orientation, il y a quand même une ambiguïté sur
la notion de choix. Ambiguïté sur la notion de choix. Je dirais la chose suivante, il n'y a pas toujours une relation mécanique entre choix d'orientation et mobilisation scolaire. Ça n'est pas parce qu'on choisit son orientation que l'on se mobilise sur les études. Et inversement, ça n'est pas parce qu'on a subi une orientation qu'il n'y a pas de mobilisation sur la formation. Et une des conditions qui va être la plus importante, j'y reviendrai après, c'est quand même le fait que pour les élèves, ce qui va être déterminant, c'est d'abord la qualité de l'accueil et la qualité de la relation aux enseignants. Incontestablement, les élèves du lycée professionnel donnent une grande importance à la qualité de la relation, même si les professeurs du lycée professionnel me disent régulièrement « nous avons des élèves qui fonctionnent à l'affectif ». Et donc ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on les accompagne, ils ont besoin aussi qu'on dédramatise le rapport à l'école, le rapport à l'erreur. Alors je dois dire aussi une chose, c'est l'hypothèse de base, quand je parle du rapport au savoir, c'est que de toute façon, quel que soit l'individu, qu'il soit en excellente réussite ou qu'il soit en difficulté scolaire, un individu apprend toujours pour quelqu'un. C'est toujours dans la relation à l'autre que prend sens l'apprentissage et la mobilisation sur les savoirs. Si on vous dit, alors je vais prendre un exemple, puisque j'ai eu l'occasion dans un autre contexte d'enquêter sur les professeurs, je sais qu'il y a des enseignants ici, je m'étais posé la question, qu'est-ce qui amène des professeurs à choisir d'enseigner? Et surtout, qu'est-ce qu'ils amènent à choisir d'enseigner telle ou telle discipline? Donc j'avais fait aussi la même entrée. Pour étudier le rapport au métier, il faut aussi s'interroger sur le rapport au savoir chez les professeurs. Et je me souviens d'un exemple d'une professeure de lettres classiques qui me disait, qui m'a raconté qu'est-ce qui l'a amené à être professeur de lettres classiques. Elle me dit, d'abord, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Victor Hugo, j'ai toujours aimé cet auteur, parce qu'en plus il est à l'image du XIXe siècle. Et puis elle raconte un peu comment il a commencé par être royaliste, pour devenir républicain, etc. Et elle me dit, ce qui m'a vraiment aussi impressionné, c'était ma professeure de lettres de 5e. Professeure de lettres de 5e, vous imaginez, me dit-elle, elle était passée chez Bernard Pivot, après avoir écrit un livre, et elle me dit, j'étais fasciné de voir cette prof. Et en fait, elle pense, alors évidemment, quand on fait une enquête, ce que disent les individus, en sociologie ou dans d'autres disciplines, on ne prend pas ce que disent les individus comme étant la vérité, mais c'est la vérité de leur point de vue. Et donc elle raconte quand même que durant toute sa scolarité, ses parents lui ont toujours dit que de toute façon, elle travaillait pour elle. Elle apprenait pour elle. Et elle me dit, de toute façon, j'ai toujours su que je travaillais pour eux. Donc en fait, il est clair que cette réussite, elle doit beaucoup à la relation, alors bien sûr avec l'enseignant, mais aussi avec les enseignants, mais aussi avec évidemment la famille, les parents. On a entendu tout à l'heure quand le jeune disait finalement sa mère est un peu derrière lui pour le pousser, donc c'est bien le fait qu'on réussit aussi, on apprend aussi dans la relation à l'autre. Alors je vais y revenir parce que on sait également, et c'est un point qu'il faut souligner, que plus on va des élèves de milieux favorisés vers des élèves de milieux modestes, issus de milieux modestes, plus la qualité de la relation à l'enseignant compte. Parce qu'il y a quelque chose qui se transmet, qui se construit dans la relation, et que peut-être le jeune ne voit pas forcément ailleurs. C'est d'ailleurs quelque chose de très troublant. Quand j'ai demandé aux élèves de lycée professionnel de se décrire, les élèves qui sont en difficulté scolaire se décrivent scolairement. Et ceux qui n'ont pas de difficultés scolaires ou moins de difficultés scolaires se décrivent par d'autres dimensions et d'autres critères. Donc ça montre bien qu'il y a un effet marquant, si je puis dire, de l'école. Alors, de ce point de vue, je ne parle pas un peu du BEP qui est devenu un diplôme intermédiaire. Je rappelle simplement, en lien avec le propos, qu'il y a quand même 3 objectifs que l'éducation nationale s'est fixé pour la formation pour la voie professionnelle. Il y a d'abord le premier objectif, comme vous le savez, c'est l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels. Sachant qu'antérieurement, pour ceux qui ont connu cette période, il n'y avait que 40% des élèves titulaires du BEP qui faisaient un bac pro. Donc bac pro en 4 ans. Aujourd'hui, on arrive
à peu près 80%. 80%, on n'y est pas en fait, c'est une moyenne et avec des variations en fonction des spécialités. Dans les meilleurs des cas, on est plutôt à ces 80% d'élèves qui obtiennent le bac quand ils rentrent en seconde professionnelle. Donc, ça reste en dessous des objectifs, mais c'est une manière de dire que finalement, le lycée professionnel a contribué à la démocratisation scolaire et en tout cas à l'élévation des niveaux de formation. Le deuxième objectif, comme vous le voyez, il est en lien avec la question de la persévérance, terme qui nous vient du Québec. J'en dirai un mot après, puisque un des spécialistes de la lutte contre le décrochage est un Québécois, donc Michel Janoz par exemple, qui travaille sur la persévérance scolaire, et il a mis en place un certain nombre de dispositifs qui répondent à la typologie des décrocheurs. Donc il a imaginé un modèle qu'on expérimente d'ailleurs dans une académie, qui est l'Académie de Rouen. Donc, diminuer sortie sans qualification, on instaure une certification intermédiaire qui est, comme vous le savez, un peu en débat parce que toute la question est de savoir que vaut la certification intermédiaire sur le marché du travail. Mais, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la logique de l'éducation nationale, c'est d'abord la qualification dont on sait qu'elle protège mieux que l'absence de qualification quand on sort du système éducatif, donc protège mieux du chômage. Et puis, l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels dans les filières professionnelles du supérieur. Et vous avez remarqué, je disais tout à l'heure, l'objectif de le Bac Pro 3 ans a contribué à l'émergence de nouvelles ambitions, que ce soit dans l'académie où j'ai enquêté, surtout Lille, un peu Amiens, et dans les autres académies que je visite, ou dans l'académie de Nantes, je pense aux travaux de Vincent Troget, et Pierre-Yves Bernard, qui travaille effectivement, comme vous le savez, sur la thématique du décrochage, quand ils interrogent les lycéens, pareil, plus de 70% dès la seconde disent on veut poursuivre des études supérieures. Donc le modèle du bac plus, alors pas encore bac moins 3, bac plus 3, mais le modèle de bac plus 2 au moins est intériorisé par une bonne partie des élèves. Alors ça pose quand même des questions. Par exemple, les ruptures scolaires en BTS, les difficultés d'adaptation des élèves en BTS parce que là aussi les enseignants, une partie des enseignants sont un peu déstabilisés par ces nouveaux publics parce que, par exemple concrètement, une des grandes difficultés des bacs pro en BTS, c'est ce qu'ils appellent la deuxième journée, c'est-à-dire quand il faut travailler personnellement. Donc le travail personnel de l'élève n'est pas chose habituelle et donc il y a des élèves qui ont du mal à rentrer dans cette logique, en plus qui disent finalement on a un petit peu de mal à suivre le rythme. Donc il y a souvent, ils disent il faut franchir le cap des 3 ou 4 premiers mois, mais on a de belles réalisations, aussi de belles réussites qui gagneraient aussi à être reconnues. Donc je disais tout à l'heure, il y a le problème de l'orientation sélective qu'il faut réinterroger. Donc contrairement à une idée reçue, je disais, cette notion de choix n'est pas appropriée. Par exemple, quand les élèves disent « j'ai choisi parce que je ne pouvais pas faire une seconde générale technologique », c'est tout sauf un choix. Par exemple aussi, et c'est un point qu'il faut souligner, il y a une hiérarchie des formations dans les lycées professionnels en fonction des spécialités, et on sait que les ruptures scolaires touchent davantage certaines spécialités que d'autres, parce qu'il y a des raisons qui peuvent tenir aussi aux conditions d'études, qui peuvent tenir aussi aux conditions extrascolaires. Par exemple, dans l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, début des années 2000, on voyait déjà que le fait que des élèves aient des petits boulots par ailleurs, ou aient des préoccupations, conduisait aussi à ce qu'il y ait des ruptures scolaires. Donc, cette conjonction, il y a des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs à l'institution scolaire. Et donc j'arrive à cette question du rapport au savoir. Vous allez voir, il y a un type de rapport qui interroge la persévérance. Petite présentation, quand même, quand je parle du rapport au savoir, c'est pas une... c'est un ensemble, c'est un concept, en fait, quand on parle de rapport au savoir. C'est une entrée qui permet de dire, quand on va à l'école, évidemment, on y va pour apprendre des choses. Et les chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique, en fait, en particulier Bernard Charlot et son équipe, ils sont partis un peu à contre-courant des théories de la reproduction. Alors je m'inscris aussi, on peut en parler parce que, effectivement, d'un point de vue sociologique, vous savez qu'il y a peu de travaux sur le lycée professionnel, et les travaux dont on dispose, dont on disposait, du moins avant ces recherches récentes, eh bien, c'était essentiellement des travaux qui s'inscrivaient dans la filiation des thèses de Pierre Bourdieu.
C'est-à-dire, grosso modo, on était dans l'école de la reproduction. Le lycée professionnel, parce qu'il accueille surtout des élèves milieux populaires, il reproduit la structure et la hiérarchie sociale, de sorte que plus vous allez des filières S vers les filières professionnelles, plus vous allez avoir affaire à des milieux modestes. Si vous prenez les statistiques, c'est évident qu'il y a une reproduction si on applique ce modèle. Par contre, les statistiques n'expliquent pas. Pourquoi? Il peut y avoir des enfants de cadre au lycée professionnel, si on raisonne uniquement en termes de reproduction, comme il n'explique pas aussi le fait qu'il y ait des enfants d'ouvriers dans les filières les plus générales. Et donc, les théories du rapport au savoir vont plus loin, en tout cas réinterrogent la reproduction en disant ce qui explique la réussite ou l'échec scolaire, ça n'est pas seulement l'origine sociale, c'est aussi le sens des études, le sens donné aux études. Ce sens donné aux études, il peut varier chez des enfants du même fratrie. Donc si on a un sens qui peut varier chez les enfants du même fratrie, on ne peut pas expliquer ce rapport au savoir uniquement par la position sociale. Ils font partie de la même famille. Par contre, la question du sens de ce que c'est que faire des mathématiques, faire de l'histoire, faire de l'atelier, faire de la pratique, apprendre l'économie, de la gestion, etc., là, on va voir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mobilisation. Et donc, vous voyez bien que ces théories, en fait, réinterrogent aussi la relation pédagogique. Parce que le sens, il se construit aussi par les pratiques pédagogiques des enseignants. Et donc, vous voyez un peu le déplacement. Au lieu de dire les inégalités de réussite ne tiennent qu'à l'origine sociale, eh bien, on va démontrer aussi qu'elles vont tenir en partie au rapport au savoir qui peut être plus ou moins favorable à la réussite selon le contexte et les manières dont les enseignants mettent en activité les élèves. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, au lieu de dire, et là je vous livre un peu ma façon de voir, à partir des observations, au lieu de dire que l'enseignement professionnel contribue à la domestication des milieux populaires, je reprends l'expression de Claude Grignon, qui était très dur au début des années 70, je fais l'hypothèse que l'enseignement professionnel contribue aussi à l'émancipation intellectuelle des élèves. La preuve, c'est qu'on a aussi des devenirs très variés et on a aussi des modes de rapport à l'avenir qui se construisent chemin faisant. Je vais faire un lien avec le témoignage tout à l'heure, encore une fois, qui est très, très intéressant. Quand j'avais enquêté sur l'expérience des élèves, en prenant le cas des élèves qui disent, et qui ont été d'ailleurs qui ont été orientés sans avoir véritablement construit un projet professionnel, on ne compte pas le nombre d'élèves qui étaient dans des situations où même l'observateur extérieur se pose la question, mais comment font-ils finalement pour apprendre? Il y a des situations qui, objectivement, interrogent. Je pense à cet élève-là qui avait fait 2 fois à l'époque, troisième, à l'époque il existait, alors il y avait la troisième insertion, il voulait faire un CAP de boucher, et donc ça ne se fait que par apprentissage, l'alternance. Il a fait un stage pendant toute l'année, et au final, eh bien, il n'a pas trouvé de maître d'apprentissage, donc il se dit, comme c'est mon projet, je refais une année, troisième. Alors, on avait imaginé, dans le cadre des dispositifs qui relevaient de la mission d'insertion de l'époque, les SIPA par exemple, il a refait une année pour construire dans son projet. Il trouve un maître d'apprentissage potentiel qui, malheureusement, après un accident de la route, ne peut plus le prendre à la rentrée. Donc, il ajoute, j'en prends son expression, on a perdu mon dossier, je ne savais pas ce que j'allais faire, 19 ans, première année de CAP, et surtout en CAP, qui est un CAP de chaudronnier à l'époque. Et quand je le vois quelques années après, il était en première professionnelle, donc en fait il a fait un CAP, et il me raconte comme ça, d'abord, la grande difficulté qu'il a éprouvée en français, il me dit c'était très difficile, parce que j'écrivais beaucoup, et je ne suis pas écrivain. Ça dit quelque chose sur la représentation qui peut se faire de l'écriture. Et puis, après, il me dit, finalement, d'abord je suis tombé sur des profs qui étaient sympas. Bon, c'était pas toujours simple, parce qu'il a eu aussi des rappels à l'ordre à plusieurs reprises, même parfois il a failli être au conseil de discipline, passer au conseil de discipline, pour des problèmes des propos. Bon. Et donc, finalement, je me suis dit,
J'avais un copain qui était en carrosserie, je lui ai dit pourquoi pas. Donc en fait, la chaudronnerie l'ouvre sur d'autres projets. C'est pas de la carrosserie, c'est pas la même chose, mais tout de même, le fait de réaliser qu'il est capable d'eux l'ouvre sur des perspectives. Et quand on voit le cheminement de cet élève, ils sont nombreux dans ce cas, ça permet aussi de réinterroger cette notion d'orientation, mais c'est aussi la question des conditions d'accueil et d'accompagnement. Il est clair qu'il y a eu des... C'est un peu le problème, parce que si on base finalement la lutte contre le décrochage ou la prévention uniquement sur le hasard des rencontres, ça pose quand même des vrais problèmes institutionnels. Donc là, c'est clair que c'est un exemple pour illustrer, et encore une fois, qui illustre un peu cette tension liée à l'orientation par rapport au choix. Et puis, deuxième élément, et je terminerai avant de développer ce point, c'est que je crois qu'on surestime beaucoup dans notre institution, on surestime beaucoup la notion de projet professionnel pour en faire vraiment le pendant de la réussite scolaire. Nous avons des élèves qui ont des projets précis, mais qui ne donnent pas sens aux études. Et de la même manière, vous pouvez être brillant scolairement sans avoir un projet professionnel. Donc c'est bien la question du sens. Et parfois, en voulant bien faire, en disant on va travailler avec les élèves de façon à rendre utile à quoi ça sert ce qu'on apprend, parfois on les enferme plus dans les difficultés qu'on leur ouvre des perspectives. Je vois par exemple dans différents lycées professionnels des élèves qui étaient antérieurement repérés comme étant décrocheurs, on a raccroché. On les raccroche aussi par la culture, on les raccroche aussi par un certain nombre d'actions qui leur donnent confiance dans le rapport qu'ils ont aux autres. Et donc tout l'apprentissage, à partir du moment où il construit l'individu dans le rapport aux autres et donc il donne confiance, peut être aussi suffisamment mobilisateur sans tomber dans le piège de l'utilitarisme. Et en même temps, on ne néglige pas la dimension insertion professionnelle, évidemment. Alors sur la diversité des rapports au savoir, évidemment, on sait aussi qu'il y a un effet genre, l'effet lié aux filles et aux garçons. Par exemple, clairement, les filles sont beaucoup plus en attente d'un accompagnement plus pédagogique, plus exigeant vis-à-vis de l'enseignant, quand les garçons sont plus en attente d'une forme de sociabilité dans la communication. Et du coup, ça crée aussi si vous voulez, c'est pas non plus les mêmes enjeux dans la relation. Par exemple, pour beaucoup des garçons, c'est très bien que les professeurs soient sympathiques, c'est suffisant. Et alors que les filles, elles peuvent trouver le professeur sympathique, mais en même temps, ils ne nous aident pas vraiment beaucoup pour apprendre et progresser. Alors c'est évidemment parce que ça renvoie également à des modes d'attente des garçons et des filles qui sont aussi liés à des socialisations différenciées. Alors, je ne vais pas détailler un peu ce point, mais je donnerai simplement un exemple peut-être qui rapproche un peu le lycée professionnel des autres ordres d'enseignement. Nous savons que les filles réussissent mieux que les garçons, quelles que soient les formations, quelles que soient les spécialités, quelles que soient les filières. Et en fait, une des hypothèses sociologiques qu'on avance, c'est de dire que les filles ont davantage conscience du fait de ce que l'école leur permet au niveau de l'émancipation sociale, plus que les garçons. Donc si vous voulez, ces modèles-là renvoient aussi à des modes de socialisation et des inégalités qui sont liées à l'organisation sociale. Alors, les formes de rapport au savoir sont les suivantes. Première forme, c'est ce que j'ai appelé la forme pratique de rapport au savoir. C'est une forme qu'on trouve chez beaucoup d'élèves qui considèrent que la formation est utile à partir du moment où elle répond à des questions pratiques. Le français, c'est très bien par rapport à l'insertion professionnelle, l'aide de mode d'emploi par exemple, l'aide de motivation. Ils vont être très soucieux d'une liaison étroite entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'ils font dans la vie. Plus répandu, finalement, davantage répandu chez les élèves, par exemple, des filières industrielles. Deuxième forme de rapport au savoir, c'est ce que j'ai appelé un rapport réflexif au savoir. Ce sont des élèves qui, au contraire, investissent l'enseignement, et en particulier l'enseignement général, en disant que l'enseignement général me permet de réussir là où j'ai échoué au collège. Donc c'est ce que j'ai appelé la forme réflexive. Ils ne négligent pas l'importance de l'enseignement professionnel, du savoir professionnel du métier, mais ils considèrent que apprendre aussi, c'est aussi une manière de se construire. Et c'est très intéressant parce que là, ça m'amène à m'interroger, ça m'a amené à m'interroger sur les stratégies pédagogiques. C'est-à-dire que
Nous savons, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais nous savons qu'historiquement, l'enseignement professionnel a été avant-gardiste en pédagogie. La pédagogie de projet, la pédagogie par objectif, la pédagogie inductive, c'est une émanation de l'enseignement professionnel. Les professeurs de lycée professionnel ancienne génération, ceux qui étaient formés dans ce qu'on appelle les écoles normales nationales d'apprentissage, les ENNA, eh bien, ils vous racontent, quand on les interroge, qu'ils ont été aussi formés à la psychopédagogie, qu'ils ont pu utiliser avec leurs élèves, parce qu'ils utilisaient un enseignement inductif. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'élèves au collège qui ont du mal à entrer dans les apprentissages, parce que l'enseignement est déductif. Donc en fait, cette culture, si vous voulez, pour revenir au rapport réflexif au savoir, ce n'est pas un rapport, si vous voulez, qui est indépendant des stratégies qui sont mises en place par les enseignants, où ils découvrent, où l'élève peut découvrir, il découvre qu'il est capable de réussir, il est capable aussi d'abstraction, et donc c'est lié aussi aux stratégies d'enseignement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les élèves deviennent aussi ce que l'institution, ce que l'organisation, les pratiques pédagogiques le font à ces publics. Et puis, il y a la troisième type qui évidemment va dans le sens du thème de la persévérance, rapport désimpliqué au savoir. Ce sont des élèves qui sont dans une situation critique, qui sont aussi très critiques vis-à-vis de l'établissement scolaire, qui sont critiques vis-à-vis de l'enseignement. Parfois, ils se focalisent sur quelques enseignants, et ça précipite, la plupart du temps, ça précipite une démotivation scolaire. J'utilise un peu le terme de démobilisation scolaire, parce que c'est dans la relation que l'élève aussi prend ses distances. Pour ceux qui connaissent le lycée professionnel, et vous en êtes sans doute, les élèves de lycée professionnel sont pour beaucoup extrêmement sensibles aux injustices. Il y a une sorte de, comment dire, une sorte de sensibilité peut-être plus forte qu'ailleurs à l'évaluation, sensibilité au regard, sensibilité aussi à ce que disent les adultes, et parfois ce que les enseignants disent, reprochent aux élèves en disant qu'ils ne prennent pas les choses au premier degré, enfin au second degré, ils prennent au premier degré, ça se traduit par des replis, par des attitudes de distance, là où l'enseignant pense bien faire. Donc en fait, c'est le produit aussi du malentendu qui peut s'installer dans la relation pédagogique. Et de ce point de vue, je trouve que finalement, expliciter les attentes de l'école, être aussi dans l'accompagnement, bienveillance, mais en même temps exigence, ça conduit aussi à remobiliser une partie des publics, parce que les élèves sont très soucieux de la qualité de la relation. Alors j'ai utilisé le rapport des impliqués, qui est une sorte de néologisme, pour dire grosso modo que les conflits relationnels avec des adultes ou avec des élèves, qui existent aussi, les conflits relationnels font écran sur les savoirs. C'est-à-dire que pour basculer d'une forme désimpliquée à une forme plus impliquée, il faut repenser la qualité de la relation. C'est bien dans la qualité de la relation que se noue en partie justement cette dimension. J'en profite d'autant plus que je sais qu'on a parfois du mal à distinguer l'évaluation que l'on fait de l'individu de l'évaluation de son travail. Quand vous dites par exemple à un élève, tu sais, tu n'as pas réussi, mais j'ai évalué ton travail, mais pas ta personne, c'est extrêmement difficile pour l'élève de réaliser et d'adhérer à ce type de discours. Imaginez, vous avez une inspection, tant qu'il n'est pas forcément le plus agréable dans la vie professionnelle, et que l'inspecteur vous dise, vous savez, ce que j'ai évalué, c'est votre travail, c'est pas votre personne. Ça paraît quand même difficile à imaginer, ou difficile finalement pour prendre du recul. Par contre, avec des élèves dans d'autres contextes, le fait d'évaluer ces élèves de façon parfois un peu sévère, eh bien, n'est pas perçu comme étant une sorte si vous voulez, de mépris vis-à-vis de l'élève. Je donne un exemple. Il y a dans certaines classes préparatoires, grandes écoles, il y a des évaluations. On lit sur les copies des critiques extrêmement fortes, du genre raisonnement débile. Eh bien, l'élève, ça ne le touche pas plus que ça. Il vous dit, c'est pas grave, de toute façon, je prépare un concours de grande école et c'est pour notre bien. Donc en fait,
la capacité à se distancier d'une évaluation n'est pas aussi simple et n'est pas donnée à tous les individus, parce que justement, là où un élève va dire « je ne m'engage dans les apprentissages qu'à partir du moment où la qualité de la relation est bonne », un autre élève va dire « je m'engage dans les apprentissages parce que l'objectif, ce n'est pas tant la qualité de la relation que de réussir au concours ». Et donc, le quatrième type, c'est le type le plus favorable, je dirais le plus positif, c'est ce que j'ai appelé un rapport intégratif évolutif au savoir. Ce sont des élèves qui n'ont pas attendu les fameux PPCP ou le GLS pour mettre en dialogue les enseignements. Ils sont capables de dire, quand j'apprends, quand je fais de l'histoire, quand je fais du français, quand je fais des mathématiques, quand je fais des arts, ça contribue aussi à me former intellectuellement, et c'est quelque chose que je peux aussi mobiliser en situation professionnelle. Donc en fait, ils arrivent plus facilement à mettre en dialogue ces formations. Et par exemple, là où j'ai vu le plus cette forme, c'est dans les formations les plus professionnalisantes, comme par exemple l'hôtellerie-restauration, où le fait de pouvoir mobiliser des savoirs en situation professionnelle apparaît presque naturel pour une partie d'entre eux. Donc quand on voit cette typologie, elle est dégagée d'un travail de recherche que l'on peut utiliser comme professionnel. C'est-à-dire, on demande aux élèves, on les observe, on voit ce qu'ils font comme travail, et on peut aussi poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre, comment fais-tu pour apprendre, et comment fais-tu pour finalement dire que tu as réussi. Toutes ces questions révèlent un rapport à l'école que l'on peut utiliser aussi en tant qu'enseignant ou formateur dans la classe avec ses élèves. Je précise quand même que la thématique de la persévérance scolaire, elle se joue d'abord au sein de la classe. Quand on travaille sur la prévention, quand on travaille aussi sur des ruptures scolaires, par exemple, remarquez combien, finalement, une des difficultés qu'a l'institution scolaire, c'est comment identifier les décrocheurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui ne posent pas problème, qui sont présents et absents à eux-mêmes, et donc qu'on appelle parfois le décrochage cognitif, ou ce que ma collègue Maryse Dibel appelle les élèves transparents. Et donc j'arrive à un point, avant de prendre le dernier point sur le décrochage, c'est simplement pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est évident que le rapport au savoir chez des élèves se construit dans la relation à la famille, relation aux camarades et relation beaucoup aux enseignants, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques des enseignants sont aussi déterminantes de cette mobilisation sur les savoirs. Alors, pour la dernière partie, comme j'avais prévu plus que ce que le temps m'autorise à faire, je dirais simplement, je vais passer rapidement sur l'enseignement en lycée professionnel, que vous pourrez retrouver sur les défis, qui vont vous parler pour les enseignants qui exercent ou les personnels d'éducation et d'orientation en lycée professionnel. Et je voudrais dire un mot aussi sur le décrochage, qui est quand même la thématique aussi de cette intervention, c'est de passer directement cet enjeu que constitue la prévention du décrochage en lycée professionnel. Alors, si le décrochage est devenu donc une catégorie d'action publique, nous sommes passés, comme vous le savez, d'une logique qui est celle de la remédiation, de la lutte contre le décrochage, vers une logique qui est celle de la prévention. La principale idée que je voudrais développer, c'est de dire que la lutte contre le décrochage, la prévention du décrochage, suppose d'interroger justement la notion même d'élève décrocheur. Qu'est-ce que c'est qu'un élève décrocheur? En fait, ça suppose que l'élève s'est déjà accroché à un moment donné. Or, ça n'est pas toujours sûr. Quand on travaille effectivement sur le décrochage, ça suppose que l'élève s'est déjà accroché. Ça suppose aussi, quand on parle du décrochage, qu'il y a des signes annonciateurs qui permettent aussi de repérer ce décrochage. Je reviens à mon enquête 2002, notre enquête 2002. La chose qui nous avait frappé dès le départ, c'était l'écart qui existait entre le moment où l'élève était considéré par l'établissement comme ayant décroché et le moment où l'élève pense avoir décroché. Il y avait parfois plusieurs mois. Ça veut dire qu'il y avait des élèves qui étaient décrocheurs dans leur tête. Ils disaient finalement, je ne suis plus dans le coup, pour reprendre un peu leur expression, alors que l'institution ne voyait pas toujours justement cette rupture, ou en tout cas ce signe annonciateur. Deuxième élément aussi, c'est qu'on s'est aperçu que les arrivées en retard
préfigurait aussi l'absentéisme, qui préfigurait aussi la rupture scolaire, un absentéisme qui était sélectif, qui nous a amené aussi à nous interroger sur pourquoi des élèves sélectionnent certains enseignements pour y aller et puis certains enseignements pour ne pas y aller. Et donc, incontestablement, une des conclusions était de dire il y a interaction entre ce que l'élève vit en dehors de l'école et ce qu'il vit dans l'école, mais que parfois certaines expériences scolaires, certaines situations professionnelles dans l'établissement, relations avec un professeur, quelques enseignants, même un CPE dans certains cas, conduisaient aussi à précipiter la rupture. Donc en fait, la constellation de plusieurs facteurs pouvait être précipitée par un facteur en particulier. Ce qui m'amène à dire ici que quand on travaille sur le décrochage, il faut avoir à l'esprit, effectivement, que c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de justice sociale, et c'est aussi quelque chose qu'il faut stabiliser. Je livre simplement la définition qui m'a semblé la plus adéquate par rapport à ce que je viens de dire, définition de Leclerc, Lorbillotte quand ils écrivent. Le décrochage est un processus progressif de désintérêt pour l'école, fruit d'une accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire. Donc en fait, on est dans le registre de l'interaction et il faut bien sûr les identifier. Quand on dit aussi facteurs externes, nous avons également des représentations de ce qui s'appelle ces facteurs externes. Et en particulier, l'idée selon laquelle les décrocheurs seraient par exemple soutenus par le milieu familial. Ça arrive, il arrive que des élèves soient en rupture scolaire soutenus par leur milieu familial. Mais il faut analyser pour quelles raisons. Et encore une fois, expliquer ne veut pas dire justifier. Expliquer, c'est d'abord comprendre. On va utiliser un peu la terminologie weberienne. Si par exemple, vous avez une mère d'élève. Je vais prendre l'exemple qui est très concret. Une mère d'élève qui vous appelez, vous dites, mais votre fils, ça fait quelques mois qu'il ne vient pas, il y a un problème. Il est en bac pro, pourquoi il ne vient pas? Et qu'elle vous répond, il est ici, à la maison. Si vous n'allez pas plus loin, vous dites, c'est une mère qui protège son enfant, et ça n'est pas éducatif, ça n'est pas sérieux. Si par contre, vous apprenez que cet élève, auparavant, était absentéiste régulier, qui faisait croire à ses parents qu'il allait à l'école, et comme il était à 15 km de chez lui, donc il allait à l'école, mais il faisait croire à ses parents qu'il allait à l'école, que cette mère reçoit un jour une voisine qui lui dit, tu sais, j'ai vu ton fils, il se balade dans la rue, il risque quand même de mal tourner. Je prends l'expression, donc la mère, qu'est-ce qu'elle se dit? Ben, finalement, comme il me dit toujours, il n'a pas choisi le lycée professionnel, comme il n'est pas bien dans cette formation, je préfère le garder à la maison pour ne pas devenir délinquant. Si on analyse ce raisonnement, d'abord c'est tout sauf une démission. Mais on sait que ce n'est pas l'attitude qu'il faudrait avoir pour que son enfant réussisse, mais entrer dans le raisonnement de l'autre pour comprendre, je crois que c'est un minimum quand on veut travailler sur la persévérance. Si on n'a pas ces catégories de raisonnement, on ne peut pas comprendre justement ces difficultés. De la même manière, quand vous avez des élèves que j'ai interrogés qui me disent on s'absentait parce qu'on cherchait un contrat d'apprentissage. Je ne peux pas être en même temps au lycée professionnel et chercher un contrat d'apprentissage. Il y a un problème de rapport au temps. Il y a un problème d'organisation. Ce qui nous paraît évident n'est pas évident pour tous les individus. Et donc il faut déconstruire justement ces a priori, ces représentations. De la même manière aussi, c'est toujours intéressant de dire, enfin en tout cas de constater, que les élèves lycées professionnels, en fait, beaucoup d'entre eux, s'ils réussissent, c'est moins parce qu'ils sont en projet que parce qu'ils saisissent des opportunités. En fait, ils sont dans une logique de l'opportunité, c'est-à-dire, je fais au fur et à mesure, j'essaie de progresser et je verrai après. C'est pour cela que les professeurs parfois sont surpris en disant « mais il n'a pas fait son dossier pour une orientation à temps ». Et l'élève dit « j'attends d'abord d'avoir mon diplôme et je verrai plus tard ». Donc en fait, la question du projet des individus, quand on travaille sur la persévérance, le projet, ça renvoie à des temporalités. Tous les individus n'ont pas les mêmes temporalités. Vous avez des jeunes qui savent ce qu'ils vont faire dans 7-8 ans, et vous avez d'autres qui sont plutôt coup par coup.
Et quand je parle des jeunes, c'est y compris les jeunes auprès desquels j'avais enquêté dans d'autres contextes, comme par exemple les jeunes qui fréquentent les missions locales, sur la question du rapport au temps et rapport à l'insertion. J'ai eu des élèves la semaine dernière, ils savent ce qu'ils veulent faire, déjà bac plus 7, bac plus 8, et d'autres qui disent on verra après la seconde, je verrai. Et comme par hasard, évidemment, ce ne sont pas des élèves issus des milieux sociaux. Donc c'est évident que les temporalités se construisent aussi socialement et pas seulement, ça ne se décrète pas. Alors, répartition donc, des élèves décrocheurs, si on prend un petit peu les chiffres les plus récents, pourcentage en fonction des âges. Alors, ce que je voulais souligner, c'est un peu ça, c'est-à-dire en seconde professionnelle, c'est important en CD public, beaucoup plus répandu en lycée professionnel que dans les autres ordres d'enseignement. Je passe un peu sur le décrochage, je souligne simplement ici les éléments de vigilance. Quand on est dans la prévention, il y a sans doute la question de l'absentéisme, qu'il faut travailler, et je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits dans les plus performants sur la question du suivi, même s'il y a encore des choses à améliorer, et le décrochage cognitif est sans doute le plus difficile à repérer. Et je vais faire le lien, pour terminer, avec le référentiel des métiers de l'éducation et de l'enseignement ou du professorat et de l'éducation. Ce référentiel de 2013, il est très ambitieux. Il est très ambitieux, pourquoi? Parce que pour la première fois, de mon point de vue, la première fois en tout cas, je sais qu'il y a des recherches là-dessus, mais en tout cas officiellement et institutionnellement, pour la première fois, on aborde des vraies questions sur la connaissance des stratégies d'apprentissage chez les élèves. Pédagogie d'apprentissage. Or, il est beaucoup plus difficile, et je le dis d'autant plus que j'étais enseignant, il est beaucoup plus difficile de connaître les stratégies d'apprentissage que d'avoir développé des stratégies d'enseignement. Comment identifier les stratégies d'apprentissage chez les élèves? Il y a des élèves, en lycée professionnel aussi, qui s'en mobilisent, mais qui ne sont pas dont les résultats ne sont pas à la hauteur de leur mobilisation. Il y a aussi un essoufflement d'une partie des élèves. Ils disent « j'ai essayé de faire », il y a un problème aussi alors il faut la persévérance d'obtenir, et donc il y a des difficultés chez les élèves. Donc ça interroge l'apprentissage. Or, la thématique de la sensibilité au décrochage ne doit pas être que caractéristique du lycée professionnel, elle est caractéristique de n'importe quelle situation d'enseignement. Parce que ça suppose justement une attention à ce qui n'est pas forcément visible. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que si vous mettez la main sur vous le relirez, vous verrez que passer d'une pédagogie de l'enseignement aux pédagogie de l'apprentissage, on est bien au cœur de la question de la lutte contre le décrochage, la prévention et donc le décrochage cognitif. Alors je passe sur les préconisations et quelques pistes de travail que je vous laisserai de toute façon, qui rejoignent sans doute un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez travaillé. Alors, je conclurai simplement en disant que pour accrocher les élèves et les jeunes, les chercheurs qui travaillent sur le décrochage scolaire, comme les professionnels de terrain, doivent d'abord réfléchir, penser les outils avec lesquels ils pensent. Je reprends avec cette belle expression de Pierre Bourdieu, qui est de dire d'abord, il y a décrochage, entendons-nous sur le sens des mots, auquel cas on va peut-être mieux identifier les causes, mieux identifier les réponses à y apporter. On ne compte pas le nombre de termes qui ne sont pas très clairs. Je ne parle pas, par exemple, des notions de compétences, je ne parle pas des notions, par exemple, d'évaluation. Si on parlait d'évaluation, c'est déjà beaucoup de malentendus autour de cette notion. Et donc, préciser le sens des termes. Mais l'objectif, c'est de faire réussir les élèves, quels qu'ils soient, et puis d'ailleurs, à différentes époques, différents moments. Un système scolaire est juste quand il se préoccupe du sort des élèves les plus faibles. Alors, c'est une définition que je vous donne, qui est une manière, non pas de faire, vous avez bien compris, je ne suis pas dans le misérabilisme, parce qu'il n'y a rien de pire que le misérabilisme qui consiste à dire adaptons-nous aux élèves. Les élèves du lycée professionnel, ils s'attendent à ce que les profs soient exigeants avec eux, bienveillants, mais l'exigence est aussi une forme de bienveillance. Mais tout de même, quand on dit se préoccuper du sort des plus faibles, c'est l'idée suivante. Moi, en tant qu'enseignant, chef d'établissement, inspecteur, quand je prends une décision, il faut toujours que je me pose la question suivante: quelles conséquences la décision aura sur les élèves ou sur les publics? Et notamment, quelles conséquences elle aura sur les élèves les plus faibles?
Parce qu'on sait aussi qu'on fait des arbitrages, on fait des choix, et parfois il y a des choix qui privilégient, certes c'est bien de s'occuper de tous les élèves, et c'est important, mais ça se fait aussi au détriment de ces élèves. Et vous voyez bien, tous les discours sur il faut suivre le programme, il faut terminer le programme, parfois quand même se pose la question, existe-t-il une pédagogie digne de ce nom qui ne tienne pas compte aussi de l'évolution des élèves? Voilà, c'est une question sur le sort des plus faibles. Et repenser la nature du partenariat et sortir de ce que j'appelle une division morale du travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire, division morale du travail? Je la reprends un sociologue américain du nom de Hooks, ou même Becker qui l'utilise, qui dit finalement les acteurs que nous sommes avons toujours une représentation de notre travail en désignant des parties nobles et des parties moins nobles de notre travail. Pour les enseignants, l'activité la moins noble du travail, c'est de faire la discipline en classe, c'est de corriger les copies. La plus noble, c'est d'enseigner et d'élever. Bon métier, évidemment. Donc, s'occuper du décrochage, le risque, c'est parfois de dire ça ne relève pas de mon travail au quotidien, et donc c'est de l'externaliser. Et quand on externalise, ça veut dire qu'on le confie à d'autres acteurs. C'est cela la division morale du travail. C'est quand on renvoie à d'autres acteurs des questions qui sont celles qui doivent nous revenir. Or, ce que nous voyons, c'est moins le cas aujourd'hui, c'est la tendance à, finalement, on a vu, c'est la tendance à externaliser. La question c'est qu'est-ce qu'on fait quand les élèves reviennent? Comment est-ce qu'on les raccroche quand des éléments n'ont pas été repensés, par exemple, pour suivre la progression des programmes et suivre un peu les contenus de formation. Et donc je termine là-dessus parce que je pense que je risque de dépasser beaucoup en vous remerciant donc de votre attention.